apporter un autre éclairage sur une table ronde qu'on avait appelée la saga des données produits chez Diamart. C'est un sujet qu'on aime beaucoup, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup cet après-midi, mais parce que je pense que vous allez nous donner votre avis là-dessus. C'est un sujet, Cédric le disait, ça fait partie des fondamentaux de la chaîne marchandise, et quand ça marche pas, et on en discutait à déjeuner avec quelques-uns parmi vous, quand ça marche pas, ça donne des sueurs froides un peu à tout le monde. Et alors quand ça fonctionne bien, en revanche, on en entend moins parler, mais je pense qu'on est plutôt content quand ça fonctionne bien et qu'on n'en entend pas parler. C'est un sujet de l'ombre. Voilà. Et donc, on est bien placé chez Diamart pour savoir qu'on est souvent interrogé sur ces sujets-là. Et comme le disait Cédric, pas que sur des sujets techniques. Donc, je me tourne vers Jess, qui est plutôt le côté technique de la force, mais Audreyne et Patrice sont aussi à la fois techniques et métiers. Donc, c'est pas qu'un sujet technique, c'est aussi un sujet d'organisation, de compétences, de culture. Et donc, on va évoquer tout ça. Avant de démarrer, je voulais vous demander à chacun de vous présenter et de vous donner quelques mots sur votre actualité de vos entreprises respectives, en commençant par Patrice, s'il vous plaît. Bonjour à tous. En introduction, j'espère que vous aimez la data produit parce qu'on va parler que de ça. Donc Patrice Guineau, je suis directeur de l'équipe data produit Rexel. L'actualité, si on parle vraiment d'actualité, c'est que nous sommes en train de vivre un moment inflationniste. Alors je ne vais pas parler de prix, moi c'est que le phénomène post-Covid, c'est qu'on a vu une volumétrie de données avec un rythme qui a complètement changé. Donc ça on pourra en reparler. Mais j'ai envie de dire, depuis le début de l'événement, on parle de données produits. Et aujourd'hui, nous sommes dans un mouvement d'accélération. Donc moi, mon actualité, c'est de m'assurer que tout ce qu'on reçoit, on puisse l'absorber et puis le traiter correctement. Ok, à Audreyne pour le galet. Et alors pour le galet, c'est vrai qu'on a évoqué notre nom, mais c'est vrai qu'on n'a pas présenté l'entité, même si c'est peut-être situé par certains. Donc très rapidement, entreprise familiale, plus que centenaire, résolument omnicanal, qui a fait le choix de ne pas choisir effectivement pour ses clients, et puis pour donner cette touche peut-être d'optimisme, puisqu'on l'évoquait un peu ce matin dans des contextes de crise ou autres. Nous, la grosse actualité, c'est que le week-end dernier, on vient de connecter nos nouveaux convoyeurs qui nous permettent de commencer à exploiter notre unique entrepôt qui permet de desservir l'ensemble de la France en doublant la capacité logistique. Donc, on passe de 24 000 à 45 000 m² couverts pour stocker à peu près 60 000 références. Mais on va le voir dans la donnée produit, on ne s'arrête pas aux 60 000 références puisqu'on a aussi de l'offre qui, elle, est non stockée. Et c'est une grosse partie des éléments qui se développent et qui développent le besoin de données. Merci. Avant de passer à Jess, juste pour ceux qui n'auraient pas habité la planète négoce depuis un moment, on a quand même le plaisir d'accueillir pour ce sujet crucial deux acteurs majeurs dans leur secteur qui sont connus. Je pense que c'est pas en toute modestie, on peut l'avouer. Vous êtes connus pour l'avance que vous avez depuis déjà de nombreuses années, et c'est l'intérêt de vous avoir sur cette scène, c'est que vous nous donniez quelques-unes de vos recettes, et puis j'imagine que vous serez à disposition s'il y a des questions aussi après à la pause. Donc merci en tout cas d'avoir bien voulu partager des choses que parfois les entreprises gardent un peu secrètes. Donc merci beaucoup. Merci pour ça. Mais je crois que c'est le cas vraiment aussi pour Excel. Longtemps, le galet a choisi de ne pas forcément communiquer effectivement sur son activité sur la partie digitale. Aujourd'hui, on a décidé, depuis quelques temps, pas si longtemps, on a décidé de dire qu'on faisait plus que 30%. La réalité, c'est même plutôt plus de 40% de l'activité via le canal web. Et si on ne voulait pas le dire avant, c'est en se disant, bah oui, mais il ne faut peut-être pas le dire trop fort parce que vis-à-vis des concurrents, etc. etc. Et en fait, au contraire, je crois que ça va être un des fils conducteurs par rapport à la discussion aujourd'hui. Au contraire, on veut vraiment le dire et l'affirmer parce que oui. Je crois que ça rassure les fabricants sur le fait de se dire on a vraiment une distribution pro qui s'est emparée pleinement et de longue date du sujet du digital. Et c'est complètement le cas et chez Rexel en matière d'organisation aussi et puis de capacité à s'outiller pour répondre à ces enjeux. Merci pour Rexel. Merci. Alors, et Jess Créange là-dedans. Donc moi, je suis CEO et cofondateur d'Unify. J'ai commencé ma jeune carrière, je faisais de l'implémentation de CRM, donc la gestion de données clients, et j'ai migré dans le retail et dans le monde du produit quand j'ai rencontré Patrick Faure, qui est au fond de la salle, au fond à gauche, chez Gedimat, qu'on a aidé et accompagné à classifier, ranger, nettoyer l'ensemble des données produits envoyées par leurs fournisseurs dans leur système.
Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'Unify est une plateforme collaborative où les fournisseurs du négoce et des autres secteurs peuvent venir charger leur catalogue comme ils sont, comme on dirait chez McDonald's. Et nous, notre métier chez Unify, c'est de faire en sorte qu'on amène ces fichiers dans les formats que vous avez en interne chez vous pour que vous puissiez les diffuser dans vos magasins, en ligne, sur des marketplaces externes, etc. etc., etc. Et voilà. Et tu es aujourd'hui parmi nous. Alors non seulement parce que c'est une solution qui est adoptée par de nombreux retailers et de plus en plus, parce qu'on va bien le voir, elle aide à régler un certain nombre de problèmes grâce à de la techno. Et tu es ici à côté de Patrice. Alors Patrice veut peut-être en dire un mot. À quel titre ? Effectivement, nous avons commencé une collaboration avec Unify pour rendre un petit peu apporter de l'intelligence autour de la donnée produit. C'est un sujet qu'on pourra débattre et évoquer tout à l'heure, mais nous avons aujourd'hui un processus qui fait que nous avons de la quantité, de la volumétrie. Le big data, j'ai envie de dire aujourd'hui, il faut arrêter d'en parler parce que ça veut tout dire et rien dire. Par contre, ce qui est important, c'est que nous avons besoin de travailler sur la qualité et une solution comme Unify, ça nous permet de travailler sur cette qualité de données. Alors, sur la façon dont vous y êtes pris, je vais d'abord m'adresser à Audreyne, pour arriver à gérer donc ces volumétries de produits, d'attributs, de canaux de diffusion, et avec un niveau de performance quand même fort, puisque vous le disiez, avec une part de chiffre d'affaires important sur le e-commerce. Pour vous, quelles sont les façons d'y arriver ? C'est quoi les clés de la performance chez Le Galley et comment vous y êtes arrivé ? Quels sont pour vous les indispensables pour des gens qui seraient encore un petit peu derrière vous dans la maturité sur ces sujets-là? Je ne sais pas dire à quel point c'est le bon chemin ou autre, mais si je devais en choisir un, je vais peut-être essayer de dire ça. Pourquoi c'est pas si simple? C'est que de toute façon, en fait, on a hérité quelque part d'une tradition de contenu, puisque initialement, il y a maintenant 30 ans, on lançait un catalogue unique avec déjà des données produits. Et donc, ça nous a obligés à structurer la donnée et à se doter d'un premier PIM, puis un deuxième, puis un troisième. Et on partage le même PIM. C'était une première occasion d'échanger en 2015-16, au moment de la mise en œuvre d'Akeneo, pour tout dire. Donc, il y a eu cette culture-là. Par contre, il y a eu une vraie bascule au cours des dernières années. Déjà, c'est de considérer le PIM, considérer la donnée comme web first. Et pour nous, ça a été un gros changement parce que finalement, et on a encore des réminiscences autour de ça, la donnée aujourd'hui, elle est structurée pour correspondre à un besoin print. Et finalement, parce que votre outil de vente, c'était le catalogue, dont vous êtes toujours très fier d'ailleurs. Oui, Je sais que régulièrement, tous les ans, on voit les communications qui sont faites sur ce catalogue papier, qui existe toujours. Complètement, et qui est complètement d'actualité, qui sort à plus de 100 000 exemplaires tous les ans, qui est important aussi dans l'utilisation du client, parce que certains clients sont sur Internet mais utilisent aussi le catalogue. On voit bien que les besoins sont encore complémentaires, parce que aussi le site ne répond pas à tous les éléments. Et là, on en vient à « Ah oui, mais qu'est-ce que le web n'apporte pas et comment est-ce qu'on peut y aller ?» Donc, vous laissez le client choisir. On laisse le client choisir. Après, c'est aussi sans doute qu'il choisit le catalogue dans un certain nombre de cas parce qu'on n'est pas suffisamment performant peut-être dans la classification des éléments ou la façon de les présenter. Et donc, ça a amené à quoi? C'est de se dire, justement, dans les recettes, moi, je serais très, 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 très précautionneux sur la qualité avant la quantité. Et j'ai une peur bleue, on l'a évoqué à quelques reprises ou autres, j'ai une peur bleue, c'est qu'on voit que la quantité de données, elle est exponentielle, tant parce qu'on veut, c'était bien exprimé juste avant, on veut proposer plus d'offres, d'accord, et on veut aussi y apporter d'autres éléments, donc que ce soit des fiches de données environnementales ou autres, que ce soit des données logistiques, effectivement, et ça a fait exploser le nombre de données. Et le risque, je pense, c'est de pervertir quelque part son PIM et de ne pas savoir l'actualiser, de ne pas savoir le donner. Donc, s'il y avait un premier conseil, c'est de se dire, il faut y aller bien sûr étape par étape, mais c'est de plutôt à chaque fois structurer une donnée, savoir ce que l'on veut avant de commencer à l'injecter dedans. Alors, et je reviendrai après à vous, Patrice, il dit un peu l'inverse, donc c'est intéressant d'avoir vos deux opinions. Vous dites, on a fait d'abord de la quantité et puis après de la qualité, quoi. Oui, c'est-à-dire que le premier élément, c'est qu'en 2017, Rexel France choisit de changer son webshop. Le premier challenge, c'est on nous a dit voilà, quitte à ouvrir un webshop, on va mettre 1 million de produits en ligne. Bon, à partir du moment où vous avez ce challenge, ça veut dire qu'il faut trouver une solution qui puisse accueillir la donnée. Donc, nous avons sollicité un PIM où au départ,
on a laissé entendre qu'on mettait 5000 produits, voire 200 000. Puis qu'on a mis les 1 million, bon, voilà, il y a eu un vrai challenge technologique. Mais derrière ce sujet, ambition sur la quantité, il y a aussi l'ambition sur, moi j'appelle ça l'accompagnement du changement. C'est-à-dire que les outils, c'est une chose, mais en même temps, c'est la période où Rexel s'est embarqué dans l'évangélisation du Fab 10. Le fameux Fab 10, c'est un format, un support qui a été standardisé dans la filière. Et honnêtement, grâce à ce Fab 10, ce cahier des charges Fab 10, bon, à l'origine, c'est juste un fichier Excel. Mais ce fichier Excel, il a le mérite, c'est qu'il représente des blocs de données. Et au fur et à mesure, on a pu travailler, collaborer, accompagner nos fournisseurs pour leur expliquer pourquoi ils devaient remplir ce document. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que notre webshop, lorsqu'on l'a mis en place, on l'a mis en site ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fournisseur, il s'auto-qualifiait lui-même. À partir du moment où il nous disait « ça y est, je t'ai envoyé le Fab 10 avec tout ce qu'il faut », il se connectait et il voyait, entre guillemets, l'état des lieux de sa complétude des produits. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est toujours au cœur de l'ADN de l'équipe Data Produit, c'est que tous les jours, nous accompagnons un nouvel utilisateur du support, un nouveau fournisseur pour lui expliquer pourquoi on réclame de la donnée, la quantité. Donc, il y a un sujet outil, il y a un sujet data gouvernance, parce que derrière la data gouvernance, c'est aussi en interne, il a fallu se convaincre en interne qu'il nous fallait une seule source de données enrichie, disponible pour toute l'entreprise. Donc ça aussi, c'était un vrai challenge. Donc il y a 3 axes, c'est accompagner les fournisseurs, ceux qui nous fournissaient la donnée, la data gouvernance, et puis bien sûr, utiliser les bons outils. Si on veut dire 2 mots à Audrey sur l'organisation de l'équipe, parce que je trouve toujours que c'est intéressant, et on avait aussi cette discussion à midi, il n'y a pas forcément une organisation type, mais c'est intéressant de savoir comment chacun d'entre vous a monté les équipes, qui travaille sur quoi. Est-ce que chacun, vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, on peut en dire quelques mots. Nous, historiquement, on est organisé avec... donc au sein d'une même équipe, direction achat et offre produit, des acheteurs qui vont être très tournés plutôt aux relations fournisseurs et référencement, mais qui passent très vite la main au sein de la même équipe et dans le même bureau à des chefs produits et assistants marketing qui, eux, vont s'assurer de l'intégrité de la donnée dans le PIM et la façon dont elle va s'exprimer dans les différents médias et canaux. C'est hyper intéressant. Donc, on ne travaille pas encore ensemble, mais Rexel, oui. Et Rexel est le client que nous avons implémenté le plus vite, relativement à sa taille, pour une raison qui est simple, c'est que Rexel a compris que le sujet de la data produit n'était pas un sujet d'IT. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous. Nous, ce qu'on rencontre, c'est que 8 fois sur 10, quand un projet technique prend du retard, c'est parce que projet technique data, j'entends, je parle pour ma chapelle, la responsabilité de la qualité de la donnée est laissée dans la main des techniques. Dans l'équipe de Patrice, que je côtoie hebdomadairement maintenant, tous les responsables de la donnée sont des anciens électriciens. Majoritairement, ce qui facilite grandement la mise en place d'une solution dont les utilisateurs comprennent l'intérêt et voient les effets directement. Et juste pour finir avec Audrey, donc des acheteurs, des chefs de produits, donc chacun a son rôle sur la donnée. Alors voilà, c'est ça. L'acheteur quelque part, en fait, il rentre même pas dans la négo. Alors pourquoi il a la négo, pourquoi il a le référencement, c'est parce qu'il a la négo. Hein, il a ces leviers-là et donc il est tourné de ce côté-là. Par contre, après vraiment ceux qui mettent la main vraiment dans le PIM, c'est les personnes que je viens de citer. Et puis on a fait ce constat-là en 2019 que peut-être parce qu'il y a la saisonnalité de ce catalogue qui revient à chaque fois, parce qu'il y a les impondérables qui reviennent fréquemment, on n'allait pas assez vite. On n'allait pas assez vite sur la capacité à déployer plus de contenu. Et donc, en fait, on a ajouté, en plus de ça, vraiment un product owner qui était issu du métier et une équipe autour de lui pour venir de façon transverse accompagner les chefs produits et accompagner les fournisseurs. Je te rejoins, Patrice, sur le fait de se dire, bah voilà, on va vous aider sur l'intégration de données. Et qui est sous la responsabilité la même tête toujours. Exactement. À Audrey Cosnier, vous, c'est donc, ça. vous Après, avez... ça n'enlève pas le travail qui est réalisé avec toutes les équipes IT pour le coup. Ça les enlève pas du tout. Mais par contre, le métier est vraiment au cœur du décisionnel produit. Et vous me disiez, il y a quand même un sujet, c'est qu'ils ont un job quoi, aussi. Ils avaient un job avant, et quand on leur a dit, bon, maintenant, il y a ça en plus,
Et ça s'est réglé comment? En fait, ça c'est, je sais pas si c'est la bonne façon de le régler. Encore une fois, toutes les organisations font que, mais globalement, vous avez des équipes. A priori, ces équipes-là, elles sont occupées. Donc, quand vous dites, on va vraiment se focaliser en étant web first et développer beaucoup plus de contenu, ils savent trouver le temps parce que c'est des gens passionnés qui veulent, mais ils vont trouver 5% ou 10%. Lorsque vous voulez aller vraiment très vite, à un moment donné, il faut focaliser des gens. Donc, du coup, nous, c'est ce qu'on a choisi. C'est en plus de ces équipes chef produit hautes, on a vraiment des chargés de développement de contenu. Et donc, on a une équipe qui se dédie à ces sujets-là. Ok. Du côté de Rexel, votre équipe, comment c'est organisé? Comment ça rapporte à qui? Le lien avec les métiers? Alors, Rexel, historiquement, il y avait un service qu'on appelait de codification des produits, de référencement, qui travaillait déjà avec les acheteurs, qui travaillait déjà avec ce qu'on appelait le garant d'offres. Aujourd'hui, donc, l'histoire du webshop en 2017, c'était 3 personnes autour de la donnée, on va dire, riche. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes. Et il y a 2 entités. Il y a ceux qui traitent vraiment la partie je reçois un support, je dois maîtriser la qualité. Mais il y a toute la partie, ce que j'appelle chef de projet contenu, qui est l'accompagnement côté fournisseur, la relation quotidienne avec l'acheteur et le catégorie manager, pour piloter aussi le contenu produit. Parce que quand vous parlez aujourd'hui, on est à 2 millions de produits exposés. Vous imaginez bien que pour avoir de la qualité sur 2 millions, ce n'est pas possible à ce jour avec les moyens qu'on peut avoir. Par contre, nous avons ce qu'on appelle un plan d'offre, l'offre produit, le cœur de l'offre Rexel. Et on travaille en permanence avec les acheteurs et les catégories managers pour se concentrer sur le cœur de l'offre Rexel pour qu'il soit 100% quali. Donc ça, c'est le premier challenge. Derrière cette équipe, il y a un 3e pilier qui s'appelle le chef de projet expertise usage data. Lui, il a un rôle de facilitateur dans tout ce qui est projet transverse de la data. Et ça, effectivement, c'est grâce à ces interlocuteurs-là qu'on peut mettre en route assez rapidement des prestations. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine autonomie où on travaille avec nos amis de l'IT, mais en même temps, toute l'intelligence métier du data produit reste chez nous. Donc, dans les besoins métiers d'un outil, de la solution, du testing, de challenger la solution, ça reste chez nous. Ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la transformation. Donc, quand même, si je comprends, on a des outils, on a des process, mais on a aussi des gens qui font le boulot. Et quand on dit des fois on n'a pas envie de mettre une armée de Mexicains, alors on en reparlera après. Alors, ce n'est pas une armée de Mexicains à juste rentrer des données ou vérifier des choses bêtement, mais on ne peut pas faire l'économie, de ce que j'entends, d'avoir quand même des organisations un peu trapues en nombre d'hommes et de femmes pour faire le sujet, quand bien même on est bien équipé en IT et en outils. L'armée de Mexicains, si je peux reprendre l'expression, ça marche bien quand vous vendez des baskets ou des produits simples qui sont connus de tous. Quand vous devez décider si alors j'y connais rien en receveur, je suis désolé Patrice, mais si le receveur il est quantique ou à hélice, il faut savoir ce que c'est qu'un receveur, il faut savoir ce que c'est qu'un receveur quantique et il faut savoir où le ranger. Donc on ne peut pas avoir des milliards d'électriciens qui sont disponibles pour enrichir des données produits. C'est là où des technos comme la nôtre peuvent servir à augmenter l'utilisateur pour lui ramener de la force de frappe et lui permettre de faire de la masse, les algos répétant ce qu'ils voient et ce qu'ils apprennent. Alors, j'aimerais qu'on passe quelques minutes sur ce fameux Fab 10. Parce qu'assez vite, quand on en a discuté entre nous, c'est un sujet et Patrice en a parlé tout de suite. Alors, Fab 10, où on en est et quel est l'enjeu aujourd'hui? Alors Fab 10, Fab comme fabricant, 10 comme distributeur, c'est vrai que depuis 2016, on porte la bonne parole sur le Fab 10. 2017, ça s'est accéléré. Aujourd'hui, techniquement, c'est entre guillemets juste un fichier Excel avec différents blocs de données, des onglets spécialisés. Il y a un onglet qui est dédié à la donnée commerce, logistique, réglementaire, les médias et la partie attributs techniques. Pour faire vivre Fab 10, aujourd'hui il y a une société Fab 10, mais il y a aussi une fédération qui s'appelle Coedis, anciennement FDME. Donc régulièrement, on a des groupes de travail fabricants, distributeurs autour de la table avec les acteurs majeurs ou ceux qui souhaitent s'impliquer dans l'évolution du Fab 10. C'est quelque chose d'important, c'est qu'on partage en même temps nos contraintes de distributeurs et les contraintes d'un fabricant pour s'assurer qu'on est tous en phase comment maintenir un standard de support de la donnée fournisseur. Mais derrière ça, il y a aussi
comment faire évoluer le format, le modèle, sur les données qui sont attendues. Et les données attendues, en ce moment, il y a un sujet d'actualité, sont par exemple les données environnementales. C'est quelque chose qu'on a mis, qui est prévu dans la Fabis V3 qui est en train de sortir. Les données environnementales, c'est quelque chose qui existait depuis très longtemps dans un monde de super experts. La fiche PEP, voilà. Moi je ne connaissais pas encore il y a un an ce qu'il y avait dedans. Quand vous décortiquez, aujourd'hui, ça devient une matière en termes de données que doit prévoir le Fabis pour que nous, on puisse l'approprier et l'exploiter. À Audreyne, sur le Fab 10, vous avez aussi J'en viens à être envieux. Alors, c'est vrai qu'on l'effleurait juste. Envieux, c'est ça? Vous êtes envieux de l'électrique? Envieux, oui, un tout petit peu, parce que finalement, nous, c'est vrai qu'on couvre les différents métiers du second œuvre, grosso modo, avec 8 univers produits différents, et on touche du doigt, notamment via Algorel ou etc., auquel on est adhérent, la partie un peu électricité, plomberie, sanitaire, chauffage élec, où là il y a une vraie maturité autour de ce sujet-là, donc on le perçoit, on voit par ruissellement, et puis certains fabricants sont bien au fait de ça, que finalement l'outillage ou autre, ça y vient, et historiquement nous on est vraiment plutôt de la quincaillerie, qu'elle soit de bâtiment, serrurerie ou agencement, où là pour le coup le Fabis c'est pas du tout le format, on a cette chance-là et en même temps cet inconvénient que de réussir à imposer, je veux le dire dans ce sens-là, imposer le format Le Galet, mais je sais que les gens de chez Trénois ou de chez Cétain dans la salle réussissent à imposer le leur. Donc c'est le Fab Le Galet. Oui, on va dire c'est ça, c'est notre matrice ou notre template. Les fabricants vont à remplir ces éléments-là, et puis bizarrement en sanitaire ils le font pas. Et donc quelque part, je crois que nous on a eu cette chance-là longtemps, mais à un moment donné, on a plutôt tous intérêt à jouer collectif et regarder ce qui a tendance à déjà s'être un peu imposé, parce que on voit encore une fois, tu le disais bien Fabrice, il y a encore beaucoup d'autres données qui sont en train de venir compléter les choses. Donc si on ne se met pas d'accord sur un socle commun, ça va être compliqué. Donc sans doute avons-nous aussi notre rôle, notre part dans nos évolutions et demandes à aller vers quelque chose d'un peu plus standardisé, normalisé. Il sera toujours temps de venir compléter ça ensuite. Jess, toi qui vois un peu tous les secteurs, qui a affaire à différentes demandes de différents métiers, comment tu regardes Fab 10, les autres standards, quelle est la tendance? Alors, je n'ai pas accès aux chiffres d'usage du Fabis en France, mais de ce que je vois dans ce qui passe dans la plateforme Unify, je dirais qu'il y a 60% des Fabis qui sont correctement remplis. Ce qui laisse la question de que font les 40% autres. La réalité, c'est que depuis tout temps, l'homme a cherché à mettre des standards sur ce type de sujet. Et puis, il y en a toujours un plus malin que les autres qui dit « Ah ouais, mais ce standard-là, quand même, il manque ce truc. Ça serait bien si on rajoutait une colonne qu'on appellera Fab 10+, et ça sera mieux, et c'est nous qui l'utiliserons. » Donc la réalité, c'est que quand vous êtes dans l'alimentaire, vous récupérez des données Morph VGS1 et puis finalement vous les retravaillez. Je suis sûr que Rexel retravaille ses Fab 10 derrière pour afficher les données produits d'une certaine façon sur son webshop, et c'est normal. Donc la réalité, c'est que on met des standards, ça crée des cahiers des charges data, comme dit Patrice, qui permettent au moins de mettre tout le monde d'accord sur les informations les plus essentielles. Mais il y a quand même un travail de retravail, il y a un retravail derrière. Vous pouvez être équipé de tous les portails fournisseurs de la Terre. Il y a un moment, le Galet affichera ses données produites différemment sur la quincaillerie que Big Mat ou que GDmat, et c'est parce que c'est comme ça. Donc, si vous n'avez pas un mécanisme qui permet d'échapper au standard, de comprendre ce qu'il faut mettre dedans et puis de le manipuler facilement, vous ne vous en sortez pas. Quand vous êtes dans un monde où il y a 20 ans, je schématise, mais il fallait 4 colonnes pour vendre un produit, une photo, un titre, un prix, et puis c'était terminé. Aujourd'hui, chez la FNAC, il en faut entre 50 et 100. Chez vous, nos navigateurs ont explosé la première fois qu'on a ouvert le PIM Excel, parce qu'il y a 10 000 colonnes dans leur référentiel, quand même, les mecs sont fous. Donc, vous avez un problème qui évolue en largeur de catalogue, en volumétrie, puis en nombre de distributeurs vers qui vous voulez envoyer vos référentiels. Si vous n'avez pas une machine qui automatise le passage d'un standard à un autre, vous êtes mort. Ouais, donc le standard, on entend bien avec Patrice Audreyne, c'est bien, et c'est bien que les filières s'équipent, s'uniformisent, et si je comprends bien, autant passer un peu moins de temps là-dessus et peut-être plus de temps sur d'autres choses, et on va y venir.
Et après, il y a des technos qui certainement permettent aujourd'hui d'aller plus vite et mieux, y compris quand on n'est pas dans le standard, si je résume. Oui. Alors, moi, il y avait, en discutant avec vous pour préparer cette table ronde, il y a un sujet qui revient souvent et qui, moi, me tient à cœur quand on mène des missions chez nos clients avec Diamart. Cédric le disait, la techno c'est bien, mais on sous-estime toujours l'accompagnement humain qui va avec. Et souvent, nous, c'est ce qu'on constate, parce que souvent, on nous appelle un peu en mode pompier quand il faut débloquer des situations. Et c'est souvent plutôt l'humain qui bloque finalement pour des bonnes ou des mauvaises raisons plutôt que la technique. Alors j'aimerais que vous me parliez un petit peu de la dimension humaine. On a parlé de l'organisation des équipes. Patrice disait déjà qu'il avait des hommes métiers, donc des électriciens qui font de la data. Donc, ce sont des électriciens augmentés en data. Ça fait pas mal, j'espère. Et sur le recrutement, comment vous recrutez? Est-ce que vous trouvez les compétences? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que c'est un peu à raccourcir en disant que c'est des électriciens, mais ce sont des personnes qui connaissent les produits. Aujourd'hui, dans l'équipe, la majorité des personnes qui sont dans l'équipe data produit, globalement, ils ont tous un parcours dans l'entreprise en tant que vendeur ou logisticien ou dans les domaines. Voilà, donc ils connaissent déjà quelque part ce qu'est un produit à travers différents usages dans le métier. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, effectivement, dans le profil qu'on peut attendre, c'est qu'il faut avoir une vraie appétence technologique, technique. Pourquoi? Parce que quand on manipule de la data, on parle de modèles de données, voilà, on parle d'outillage avec tout ce qu'il faut avec. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'outil de base de données le plus utilisé, je crois, au monde, c'est Excel. Et moi, je suis contre Excel. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été un outil de base de données. C'est un outil qui permet d'être créatif sur la donnée en permanence. Donc, d'où les 10 000 colonnes, quoi. Voilà, d'où entre autres les 10 000 colonnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette équipe, donc le profil type, moi j'ai fait l'exercice aussi de chercher sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire que quand vous tapez data, il y a plein de postes à pourvoir, à travers les écoles aussi qui proposent des formations. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a un profil qui émerge, c'est tout ce qui est le monde du B2C marketing. Ça, oui, effectivement, c'est toute une population. Le monde de la data science, mais le monde, je dirais, du data management expert des produits, pour l'instant, je n'arrive pas à trouver le vrai cursus. Donc aujourd'hui, on s'appuie surtout par des gens qui, premièrement, ont un vrai bagage. Mais quand je dis bagage, c'est technique certes, mais bagage du négoce, c'est-à-dire à quoi sert la donnée et pourquoi on s'en sert. Parce que ce qui me tient à cœur aussi, c'est on traite la donnée, c'est très bien, mais on n'est pas juste un passe-plat. C'est-à-dire que la volumétrie, c'est une chose, mais on doit la maîtriser, la qualifier, voire la rendre plus intelligente pour nos clients. Donc, ce qui fait que toute cette partie connaissance du métier d'un négoce, c'est important. Avec un bagage technologique, c'est important. Mais vous voyez, aujourd'hui, si vous allez vraiment, et vous pouvez faire l'exercice, hein, vous cherchez un profil, vous allez trouver des data science, des data managers, du monde IT. Donc, pour l'instant, j'ai pas la recette miracle sur le marché de l'emploi. Par contre, chez Rexel, on a su embarquer des gens qui étaient intéressés par le monde de la data, y compris moi le premier. Donc il doit y avoir une équipe qui donne envie quand même, j'imagine, parce que vous ne les trouvez pas sur le marché du travail. Alors peut-être vous allez faire votre école comme Saint-Gobain qui a fait 19 degrés. Il va peut-être falloir l'envisager. À Audreyne, quelles sont les problématiques plus humaines, RH, que vous avez rencontrées quand vous avez structuré votre équipe et réparti les fonctions, les outils, et qu'est-ce qui ressort? Allez, je vais te provoquer un petit peu. Je le suis aussi avec les équipes sur ce sujet-là. C'est que vraiment, on retrouve cet élément-là, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir à la fois une obédience, pour faire simple historiquement, marketing pour faire du chef produit ou autre, il faut ça. Mais quand il arrive en sortie d'école, il ne connaît pas du tout le secteur dans lequel il va évoluer. Donc il faut aussi une compétence produit ou autre. Donc il fallait déjà associer les deux. Donc c'était déjà assez compliqué. On réussit à les associer et puis on réussit à travailler ça de longue date, pas de souci. Et là, on vient leur dire, oui, mais arrête de regarder premièrement ça et ça et ça. Il faut aussi beaucoup, et en premier lieu, regarder l'aspect, je dirais, data produit et digital. Et là, du coup, je pense, il y a un challenge aujourd'hui qu'on essaie de mener et travailler. C'est sur l'employabilité à long terme, pour faire très simple, avec des personnes qui ne doivent pas s'enfermer chez nous dans la culture du print, certes de la culture produit, mais qui s'ouvre et s'associe vraiment à OK,
mais comment c'est utilisé dans le parcours client lorsque le menuisier ou le plombier chauffagiste, il est sur le chantier, il va regarder sur l'iPhone et il va vouloir télécharger une documentation technique ou autre. Et donc, il faut que je regarde ça. Tiens, il va taper tel mot-clé. Comment ce que j'ai incrémenté comme contenu haute, est-ce que le produit va bien ressortir là où il faut? Ça, c'est pas du tout les mêmes réflexes. Donc, je dirais là où il y a un gros challenge aujourd'hui, c'est d'associer en plus des compétences marché-market produits, c'est d'associer des compétences digitales. Et là, il y a des virages à accompagner, quoi, clairement. Jess, tu voulais rajouter un mot sur ce que tu appelles le user augmenté? Bah non, mais c'est ce que je disais en introduction. La data, c'est un sujet métier. Alors, la tuyauterie, c'est un sujet IT. Hein, je ne veux pas déposséder les DSI de leur devoir et de leur métier, mais effectivement, la connaissance data est un sujet métier. Non, nous, les sujets qu'on rencontre au niveau des humains et de l'organisation est plus un sujet psychologique. C'est-à-dire en tant qu'éditeur de logiciels, vous êtes souvent perçu quand vous contractualisez par certains utilisateurs comme l'apporteur d'une baguette magique, d'autant plus que l'IA est un mot un peu galvaudé depuis un certain nombre d'années. Or, je suis peut-être le côté technique de la force, mais l'implémentation d'un outil, c'est surtout une question d'homme et de gestion du changement. Et c'est ça qu'on essaye d'accompagner, d'apporter en tant qu'éditeur, en s'entourant de partenaires qui sont capables de faire cette gestion du changement, parce que c'est l'élément clé de l'adoption d'un outil. Pourquoi tout le monde utilise Excel? Parce que c'est permissif et qu'on peut faire n'importe quoi, donc on fait n'importe quoi avec, parce qu'on n'est pas restreint. Quand on installe un Unify ou un Salsify ou peu importe, on rentre dans une méthode, et cette méthode, il faut l'apporter, il faut l'expliquer, et il faut parfois prendre le stylo, la main des utilisateurs, la mettre sur le clavier et leur expliquer sur quelle touche appuyer, et c'est normal. Donc pas de baguette magique malheureusement. Pas de baguette magique. Mais en revanche, pas de boîte noire non plus, parce que l'autre versant qu'on peut voir aussi nous des fois, c'est que c'est de la réticence en disant oulala, mais ils vont m'amener un truc, ils connaissent pas le métier. Comment est-ce qu'une intelligence artificielle peut mieux savoir que moi comment catégoriser, comment décrire un produit? Elle y connaît rien au métier, comment elle va y arriver? Alors nous, on a pris le parti d'être spécialiste. C'est pour ça qu'on fait plus de données clients, c'est pour ça qu'on fait plus de données transactionnelles. On fait que du retail et de la négoce et de la marketplace, on fait que de la donnée produit. Et donc on passe des journées assis à côté de chefs de marché et d'utilisateurs pour comprendre leur métier et savoir comment ils travaillent et adapter des interfaces qui collent à leurs besoins. Et donc le côté jeune en jean basket, on le compense en prenant sur notre temps pour venir à Levallois, chez Gédimat, à Nantes chez Rexel, pour regarder les gens faire, alors par visio, quand vous êtes trop loin ou quand les contraintes sanitaires l'imposent, pour comprendre le chemin de la donnée, parce que, encore une fois, la donnée produit, c'est un outil qui est fait par des humains, donc il faut comprendre comment les humains l'utilisent. Oui, je voulais dire, mais ça va dans le sens de tout ça, donc sans répéter, pas de baguette magique, effectivement, pas de boîte noire. Donc vraisemblablement, lorsqu'on a augmenté peut-être fois 5 les nombres de créations, plus toute la partie autour de ça, de la profondeur de la donnée haute, on n'a pas augmenté effectivement les effectifs par 5. Mais pour autant, très clairement, on les a augmentés. Donc il n'y a pas de baguette magique à se dire que du coup tout sera fait tout seul et par personne. Et là du coup on revient sur les points clés, notamment l'intention des fabricants, là je le dis, c'est dans les autres éléments clés peut-être de comment bien adresser les choses ou autre. Moi vraiment je préconise d'avoir des interlocuteurs chez les fabricants dédiés à la donnée produit. Vraiment, on le voit sur tous les sujets qu'on a menés là au cours des derniers mois. On a travaillé avec plus d'une vingtaine de fabricants pour mettre en place des données ou spécifiques ou de l'offre produit spécialement. À chaque fois que c'est notre interlocuteur, je dirais habituel, le DIRCO, le responsable compte clé, ou etc., qui nous suit habituellement, le time to market, il est long parce que c'est normal. On le sollicite énormément, nous et puis nos confrères, pour obtenir un prix, pour solder une situation problématique ou autre. Et donc, du coup, il n'a pas le temps de se mettre dans des fichiers produits ou autres de façon profonde. Par contre, quand le fabricant s'est organisé avec tiens, bizarrement, il a déjà un PIM. Tiens, il y a quelqu'un pour monitorer ça. Tiens, du coup, on peut se caler une visio et travailler là-dessus. Là, forcément, ça va beaucoup plus vite et on gagne dans le time to market, vraiment.
Inversement, nous, ce qu'on a remarqué chez nos comptes clients, c'est que souvent les fournisseurs se plaignent de la multiplicité des acteurs qui traitent de la donnée produit chez les distributeurs. Vous avez les achats qui vous demandent un certain nombre de données, vous avez le marketing qui vous demande les attributs marketing, vous avez les logisticiens qui vous demandent le colisage et les codes douane. Et donc nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un flux collaboratif qui part, où vous demandez à vos fabricants de vous envoyer tout ce qu'ils ont possible, imaginable, sans le retravailler, pour ensuite l'embarquer et le retravailler dans un même tunnel pour l'amener vers le PIM acquis de droit, la marketplace acquis de droit, le référentiel qu'il faut. Non, mais pour compléter, excusez-moi, ce que vient de dire Jess, c'est que le Fab 10, entre autres, on parlait de cahier des charges, mais en même temps, lorsqu'on a commencé à présenter cet outil, on s'est aperçu que chez les fabricants, ce qui les a fait réagir, en disant mais attendez, ça devient un projet d'entreprise, un projet de réorganisation, un projet IT parce qu'on a la data qui est un peu partout. Et au même pitch, chez les distributeurs, c'était le sujet. Moi, la remarque que je peux faire pour compléter aussi les interlocuteurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 5 ans, on n'avait vraiment que des responsables bases de données en face de nous. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait des points téléphoniques réguliers avec nos fournisseurs, nous avons des responsables marketing commercial base de données. C'est-à-dire que le point business... avec les tableaux de bord en plus. Hein, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y avait un C'est-à-dire sujet. que voilà, c'est que au lieu d'avoir que des techniciens de base de données, maintenant on a vraiment des personnes qui parlent business, qui parlent marketing, qui parlent commerce et qui comprennent tous les enjeux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que côté Rexel, quand on a mis en place tous ces outils, en même temps on a mis en place des KPI et on les partage régulièrement tous les mois. Le fournisseur, avec les outils Rexel, connaît l'état des lieux de sa base de données. Et ce qui est assez marrant des fois, c'est qu'en certains rendez-vous fournisseurs, quand vous avez affaire au directeur commercial de l'entreprise, des fois il est un petit peu vert parce qu'il s'aperçoit que le problème est chez lui, pas chez nous, quoi. Alors, il nous reste 5 minutes, donc un dernier sujet avant la conclusion. On va commencer par Audrey, s'il vous plaît. Les enjeux en cours, au-delà des enjeux RH, recrutement, outils dont on a parlé, comment on fait progresser les projets data dans une roadmap de négociants qui sont déjà bien chargés? Choisir ses préférés. Donc même si on a choisi de ne pas choisir pour nos clients, on voit bien tout le rôle, mais c'était dans toutes les discussions aujourd'hui, du rôle très central de la donnée. Alors après, on peut le galvauder, le terme ou autre, mais on voit bien que tout se rejoint quand même très très largement. Donc voilà, après, je pense qu'on est confronté au même sujet. Je ne vais pas faire de la palissade haute, mais il faut bien identifier ces totems. Celui de la donnée d'une façon large, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous, un des enjeux, ça a été de se dire, OK, il y a un data lake maintenant qui est constitué. La donnée produit, elle doit impérativement venir se déverser dedans. Ça rejoint avec les autres données, avec toutes les et autres pas données. en silo. Exactement, exactement. Donc là, c'est pareil, changement d'outil pour changer de BI et pour pouvoir requêter sur l'ensemble des données, recroiser avec la donnée, qu'elle soit client, fournisseur ou autre. Donc là, je ne peux que m'adresser pour le coup aux directions d'entreprise pour se dire que les enjeux de données sont des enjeux complètement essentiels et elles sont complètement interconnectées entre les différentes activités. Et nous, c'est un des sujets, c'est par exemple avec les équipes logistiques, pour éviter ce que disait Jess tout à l'heure, de se dire comment est-ce qu'on passe de quelque chose qui était avant tout passé par l'acheteur, maintenant on a des interlocuteurs supply qui eux-mêmes sont demandeurs d'informations et ils se mettent en relation très directement ou autre, et en même temps, il ne faut pas que ça fasse des multiplications, de sollicitations, avec des gens qui en face ne comprennent pas, mais je vous ai déjà donné ça la semaine dernière. Donc voilà, très au cœur, à partager, et puis à être porté aussi et soutenu par la direction de l'entreprise. Patrice, vous disiez après la quantité, la qualité. Maintenant, le sujet, c'est l'intelligence des données. Alors l'intelligence, puis aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été évoqué aussi ce matin avec Julien, c'est que la donnée qu'on récupère, on l'exploite. L'objectif, c'est de faciliter la vie de notre client. Et ça veut dire, on parle de personnalisation, on parle de proposer des produits, mais les services associés aux produits. Tous ces sujets, de toute façon, c'est de la data. Donc, notre rôle, nous, déjà, c'est... Moi, aujourd'hui, régulièrement, lorsque j'écoute, on va dire, mon comité de direction ou une direction commerciale, à chaque fois, une fois sur deux, je les interpelle en disant, OK, c'est génial, OK, par contre, vous allez avoir besoin de ça, et comment vous imaginez ça? C'est-à-dire, comment on met en œuvre votre sujet? Parce que des fois, ça part d'un concept. Donc aujourd'hui, on a vraiment, comment dire, on est inclus quelque part naturellement dans toute la roadmap de la stratégie d'une entreprise, c'est évident. Et il y a un autre sujet qui a été évoqué tout au long de la journée, c'est la donnée environnementale.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de s'assurer est-ce qu'on est capable de la récupérer. Donc ça fait partie de la roadmap, mais en même temps, c'est comment nous, on la transforme pour qu'elle soit utile à notre client. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout sujet, tout projet d'entreprise dans un monde de négoce, la data est au cœur de l'action. Jess, toi, sur les enjeux que tu vois en ce moment, Ouais. et Alors, comment on défend un projet data et des budgets data, puisque Unify, c'est pas gratuit. non, c'est vrai. Comment on défend des budgets il faut- data quand il y a déjà une roadmap bien remplie? Il faut bien mettre du beurre dans la marmite et payer son loyer, surtout à Paris. Donc nous, on creuse notre sillon pour aider les retailers à embarquer des catalogues de produits dans leur système. Donc ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a toujours fait, dans une logique d'accélérer le time to market et d'améliorer les ventes. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on commence à voir aujourd'hui, c'est que, pour faire un parallèle avec le marché du CRM, le marché du PIM et de la donnée produit suit globalement la même tendance. Les gens s'équipent, on récolte des données, et un jour, vous avez une entité qui s'appelle l'État qui dit d'accord, mais la donnée de tes clients, tu n'as pas le droit de la garder plus de X années. Et on commence à voir la même chose sur la donnée produit. Ah, très bien, tu vends des receveurs, mais moi, en fait, tes receveurs, je pense que quand tu les construis, tu émets du carbone. C'est un problème et j'ai envie de savoir combien de carbone tu émets pour que tu puisses payer ta contribution. Donc on commence à approcher avec Unify des sujets qui dépassent la simple problématique e-commerce. On a une croyance très forte qui est que le marché du retail va être régulé comme l'ont été la finance et la distribution. On le voit bien sur l'alimentaire, la norme GS1, historiquement, c'est essentiellement un sujet d'allergènes, de santé, et c'est pour ça que les normes ont été adoptées aussi vite et en masse, avec en plus le fait qu'il y ait des gros acteurs. On pense que ça va être vrai dans d'autres univers, et d'où nous, notre sujet, c'est de faire en sorte que manipuler les données, les mettre dans des référentiels environnementaux, dans des référentiels de conformité, soit plus un sujet de douleur et de nœuds au cerveau pour les équipes data produits, mais que ça soit le plus automatisé possible pour que l'intelligence humaine elle soit placée sur des sujets où il y en a besoin. Alors en conclusion, Patrice, peut-être, ou ensemble, hein, parce que quand on a préparé la table ronde, c'était une conclusion qui est arrivée d'elle-même en fait, et vous étiez d'accord tous les deux, pourtant vous n'êtes pas sur tout à fait les mêmes secteurs ni aux mêmes maturités, en disant il y a des enjeux d'organisation des filières, passons du temps là où ça en vaut la peine, plutôt à imaginer des solutions, à porter les innovations auprès de nos clients et pas tellement à triturer de la donnée et à solliciter les fournisseurs X fois. Quelles sont vos convictions là-dessus, sur l'orientation des filières? Ma conviction, c'est un peu aussi l'histoire du Fab 10 et puis de notre filière. C'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet data, le nombre de données sollicitées que le client final utilisateur va réclamer. Parce que c'est ça, ce qui est important, c'est que c'est pas de la donnée pour faire de la publicité, c'est de la donnée aujourd'hui qui devient utile, nécessaire, voire obligatoire. Donc l'enjeu, c'est déjà au niveau d'une filière de co-construire le futur de la data produit. C'est-à-dire de travailler en intelligence sur les évolutions de réglementation, sur les évolutions nécessaires sur la filière, les enjeux de la filière portés par nos clients. C'est vraiment une collaboration et on l'a déjà initié effectivement avec le monde du Fab 10, mais ça devient incontournable, obligatoire, parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité sur le sujet. Audrey ? Je ne fais que rebondir, c'est vraiment ça. Merci à Diamar pour l'invitation et puis pour l'occasion, parce que ça permet vraiment de réunir je dirais un écosystème, que ce soit distributeur, que ce soit fabricant, mais aussi, je pense aussi aux éditeurs, parce que j'ai eu des conversations avec certains d'entre eux sur leur propre roadmap, pour que voilà, à chaque fois qu'on pense roadmap pour la distribution en B2B, on intègre bien cette notion de standardisation. Et alors du coup, chaque bonne volonté qu'il y a dans la salle, et je sais qu'il y en a, à chaque fois qu'il y aura une volonté à vouloir travailler sur de l'harmonisation, à vouloir travailler sur de l'accélération à l'accès aux données, peu importe le maillon dans la chaîne de valeur, en tout cas vous aurez des volontaires et j'en serai, et on sera bien heureux en tout cas de travailler sur ça pour pouvoir mieux relever après les défis de personnalisation qui de toute façon sont juste derrière la porte. Merci à tous les trois.